Centre de recherche en sciences humaines, riche en sigles. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort, s'il vous plaît, pour Madame Sarah Louara? Très bien. À présent, je fais appel à Monsieur Jean Damascène Bouiza. Sous vos applaudissements, est-ce qu'on peut applaudir la parole? Monsieur Jean Damascène Bouiza. Monsieur Jean Damascène Bouiza est philosophe, anthropologue, professeur à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, directeur général adjoint honoraire de l'Institut des musées nationaux du Congo. Avec nous, et surtout que c'est le mois de mars, il y a des femmes à l'honneur, on aura le temps, mais je voudrais bien quand même en premier, à l'introduction, passer la parole à Monsieur Jean Damascène Bouiza. Je tiens à rappeler qu'il est philosophe, anthropologue, professeur à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, directeur général adjoint honoraire de l'Institut des musées nationaux du Congo. Monsieur Jean Damascène, vous savez qui on commencera en définition. Comment est-ce que vous les définissez-vous? Réinventer notre rapport au vivant, une chance pour l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Bonsoir et merci de venir. Merci beaucoup, monsieur Jonathan. Merci pour la question. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs de cette soirée pour nous avoir confié aussi à cet échange. Réinventer notre rapport au vivant. C'est d'abord la première question. Peut-être avant de répondre à votre première question, j'aimerais définir avec vous un tout petit peu ce qu'on peut attendre par le vivant. Parce que si nous comprenons qu'est-ce que c'est le vivant, alors nous pouvons plus ou moins savoir comment réinventer ces rapports que nous avons avec les vivants. Alors, sans entrer dans les débats philosophiques dans lesquels qui ont cherché à redéfinir les vivants, on peut dire tout simplement que les vivants, c'est l'ensemble des membres de toutes les espèces vivantes, donc les espèces qui ont les caractères de la vie, les espèces qui peuvent mourir, qui ont tendance à se multiplier, se reproduire, et ainsi, en se reproduisant, ils se perpétuent. Donc, les plantes, nous voyons les arbres, nous avons les animaux, nous voyons tout ce qui est, nous voyons l'humain, et c'est les vivants avec lesquels nous devons entrer en relation. Et notre relation avec ces vivants est une relation actuellement conflictuelle, une relation marquée par la violence, et c'est cette violence qui fait assez qu'on parle aujourd'hui des problèmes écologiques, parce que ce sont des problèmes liés à tout l'écosystème du vivant. Et donc, réinventer notre rapport aujourd'hui, en un moment des rapports difficiles entre toutes les espèces vivantes, c'est regarder notre manière de nous rapporter avec ce qui existe, avec tout ce qui est vivant, ou ce qui donne la vie, et voir si ces rapports sont des rapports belles, harmonieux, ou des rapports conflictuels. Dans notre cas, ce sont des rapports conflictuels, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut parler de la réinvention de ces rapports. Et c'est une réinvention qui doit se passer dans le cadre de notre panel, qui doit se passer à travers les arts, à travers la culture. Voilà ce que je peux dire pour initier ou pour commencer ces débats. Merci beaucoup, Monsieur Jean Damascène Bouiza. Madame Sarah, je tiens à rappeler que vous êtes professeure, directrice adjointe de l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa, chargée de la recherche, chef du département féminisme africain à intersectionnalité du Centre de recherche en sciences humaines. Est-ce que vous les utilisez comme M. Jean Damascène Bouiza ou vous avez d'autres vidéos là-dessus? La nature est un concept. D'autres vont dire qu'effectivement, il y a des cosmogonies qui sont plus ou moins androcentrées, anthropocentrées. Ça, c'est mon prisme. C'est notre prisme. Donc, moi je dirais que plutôt que parler de chance, effectivement, c'est de parler d'urgence. Et la question aussi, c'est du rapport en politique. Je pense que l'engagement citoyen, il est important. Je pense que justement, je parlais de changement de paradigme, notamment le rapport aux politiques et même à la citoyenneté des femmes est assez différent. Et je pense qu'effectivement, ne se situe pas forcément dans les mêmes arènes. Et ça aussi, ça peut être des expériences extrêmement intéressantes. Ça, je le pense profondément. Donc moi, je serais moins dans cette dialectique chance, pas chance,
plutôt que effectivement reposer les termes autrement. Il y a aussi cette idée, parce que finalement, moi ce que j'ai entendu lorsque le collègue parlait, c'est finalement aussi de la colonialité du rapport à la nature. Moi c'est ça que j'entends. Il y a certains travaux qui ont montré que, et ça c'est une des questions qui se posent aussi, c'est qu'en fait au moment de la colonisation, eh bien les colons, les colonisateurs ont construit, c'est pas vraiment construit, mais comment dire, ont développé ce qu'on appelle maintenant les aires protégées, avec l'ICCN, qui relève de l'ICCN, mais en fait qui était sur un fantasme de la nature, d'une nature dite entre guillemets vierge, et au sein de laquelle finalement il y a eu une stigmatisation, une marginalisation de ceux qui y vivaient. Donc finalement ça a donné quoi? Ça a donné des espaces permis aux blancs, interdits aux noirs, en fonction des fantasmes de la nature que les blancs entretenaient. Voilà. Aujourd'hui, parce que c'est toutes ces recherches-là qui sont importantes, je pense aussi, qui permettent de renouveler un petit peu nos rapports. Aujourd'hui, quand on regarde les discours des agents de l'ICCN et des populations riveraines, des populations riveraines, en fait, ce sont des discours qui sont construits en termes de conflits, uniquement de conflits. Et effectivement, donc, il y a des conflits qui peuvent être même parfois extrêmement violents. Je pense notamment, j'ai un étudiant qui vient de terminer son travail sur le parc de Mwanda, donc avec les grottes de Mwanda. Et finalement, qu'est-ce qu'on s'en rend compte? Qu'il y a une criminalisation en fait des populations riveraines, d'accord, qui elles-mêmes en fait vont construire un discours à l'encontre des agents de l'ICCN. Et je pense que changer de rapport à la nature et sur la question de l'urgence, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces zones-là aussi. Et comment finalement, parce qu'il y a un discours déjà politique sur la protection de la nature, il fonctionne pas, ça c'est une autre question. Mais simplement sur la question de ce discours qui finalement aboutit aussi à une stigmatisation et à une criminalisation, parce que finalement du chasseur il passe au braconnier. Et ça aussi c'est une question qu'il faut, sur laquelle il faut se pencher. Je ne serai pas plus longue. Merci beaucoup. Moi, je suis tout à fait d'accord avec madame, la prof. Oui, madame Sarah, ça m'a très bien. Même Sarah. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec Sarah. Je pense que des chances, on en a eu beaucoup, qu'on n'a pas pu saisir de manière... des chances, on en a eu beaucoup, en tout cas, c'est vrai. Je vais obtenir un exemple clair par rapport à tout ce qui est lié au dérèglement climatique, ça m'en parle. C'est que, par exemple, on sait tous que chaque année, il y a des grands recoupements qu'on appelle les COP. Aujourd'hui, on en est à la 29e conférence des parties. Dire que, par exemple, nous, on n'était même pas nés, moi particulièrement, j'étais pas née quand il y avait la première COP, parce que j'ai 19 ans maintenant. Et on se rend compte qu'il y a eu 29 COP, et que depuis la première COP, on est conscient de l'enjeu et de l'urgence climatique, mais qu'on repousse les actions à plus tard. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus de chance parce qu'on les a toutes épuisées, et à la lutte où on prend les choses, on est tenté de se dire, mais en fait, où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on fait de manière concrète. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en termes de documentation sur le changement climatique. Je pense qu'on a tous les accords qu'il faut. Je pense qu'on est très bien conscient de l'enjeu actuel. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'on se décide de passer à l'action. Sarah l'a dit, c'est que les communautés, c'est bien, mais il faut un vrai apport politique aussi en même temps. Mais est-ce que pour nous, quand on parle de climat, on se limite à une projection future, ou est-ce qu'on se rend compte que c'est un enjeu qui arrive maintenant? J'habite près du fleuve Ambouti et je peux vous dire que tout le mois de décembre à janvier, j'ai troqué le taxi pour la pirogue. Je devais prendre la pirogue en plein centre de Kinshasa, en plein Kinshasa pour me rendre à l'université. Ça veut dire qu'il y a une partie de la route qui est inondée et que en fait le seul moyen de transport possible c'est la pirogue. Et quand tu te retrouves face à ce genre de situation, que tu vois des écoles être détruites, être inondées, tu vois des hôpitaux, tu te rends compte que tes voisins sont obligés de prendre leurs affaires pour partir, tu regardes ce qui se passe, mais tu te dis vraiment où on en est et qu'est-ce qui va être fait. Je pense qu'aujourd'hui, la dernière chance qu'on avait, on l'a épuisée depuis très longtemps. Maintenant, c'est à nous de définir, comme je disais, cet imaginaire commun de ce qu'on veut faire de la Terre, de ce qu'il en reste aujourd'hui,
Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus qu'on se voie, qu'on signe un autre protocole ou un autre accord et qu'on se dise voilà, on a encore le temps de continuer à exploiter le pétrole et que voilà, dans 50 ans ou 20 d'ici 2045, on va se décider finalement d'agir. Donc on continue de procrastiner, de ne pas nous rendre compte de l'urgence actuelle, de ce que cela impacte, on ne va rien changer de très important. Moi, je rêve de devenir ingénieur, je suis allée à l'UBTP et je me dis forcément un jour, moi aussi je veux construire de belles maisons, je veux être ingénieur hydraulicienne, je veux commencer un BTP. Mais en fait, quand je vois ce qui se passe autour de moi, je me dis aïe aïe aïe, Chrétienne, t'es sûre que tu pourras construire de belles maisons? Enfin, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de réfléchir et c'est des choses, on n'a plus réfléchir, on doit commencer à agir, je pense, parce qu'on a passé le cap des réflexions. Aujourd'hui, on sait ce qu'il nous reste à faire, on sait qu'on doit arrêter de couper des arbres n'importe comment, on sait qu'il y a des traités internationaux qu'on doit respecter. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'heure de l'action, c'est pas l'heure d'avoir une dernière chance, parce que si on continue à en avoir des chances, on va jamais en changer. Merci. Alors, je suis très contente de ce que vous dites déjà, parce que, après, moi, l'urgence, elle est là, et moi, je pense comme vous qu'il ne s'agit pas de chance, il s'agit tout simplement de nécessité. C'est la dernière carte que nous avons à jouer. Nous avons besoin de changer notre système de pensée. Nous avons besoin, surtout nous, des sociétés comme les pays en voie de développement, comme la RDC, nous avons besoin de construire des sociétés qui soient plus résilientes. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de subir les mêmes conséquences qu'ailleurs, alors que déjà, on paye des factures des choses qu'on n'a pas consommées, déjà. Et aujourd'hui, on paye peut-être plus que ces autres sociétés-là parce que ces sociétés ont les moyens de se construire des villes beaucoup plus durables, des villes résilientes, même si la nature triomphe à chaque fois. On a vu des inondations dans des villes des riches, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais nous avons encore ce défi de la pauvreté que nous n'avons pas encore relevé. Et si aujourd'hui on ne réinvente pas notre rapport au vivant, nous serons de plus en plus vulnérables. Parce que malheureusement, le ciel n'a pas de frontières. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on va mettre une frontière dans le ciel et celui qui pollue, c'est celui qui va payer les factures de sa pollution. Pas du tout. Nous subissons tous. Aujourd'hui, c'est une nécessité de changer. Aujourd'hui, je parle d'un engagement qui soit un engagement à la fois collectif parce qu'on a besoin de le faire ensemble en tant que peuple, en tant qu'habitants de la Terre, parce que c'est la seule Terre que nous avons. Et en même temps, on a besoin de le faire en tant que personne. C'est aussi un engagement personnel. C'est aussi se dire, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je change dans mes habitudes qui pourrait contribuer justement à sauver, parce que c'est le mot qu'on a besoin d'utiliser aujourd'hui, ce qui nous reste comme terre, ce qui nous reste comme planète. Aujourd'hui, on fait la promotion des gestes éco-responsables. On est parmi les rares pays où les lumières restent allumées dans la maison toute la journée, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. On est parmi les rares qui utilisons l'eau jusqu'à... Il y a des robinets qui restent ouverts et puis l'eau traîne comme ça. On a encore cette chance-là, j'ai envie de dire, mais c'est un leurre. Parce que on est déjà au moment de l'urgence et nous avons besoin de poser des actions. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous remettre en question pour modifier, améliorer notre rapport au vivant. Sinon, nous tenons main dans la main, tout droit vers une fin certaine de la planète. Et malheureusement, on y passera tous. On a besoin de passer à l'action, pas parce que c'est une chance, parce que c'est une nécessité. On devrait le faire comme un certain instinct de survie. En ce moment, on n'a plus besoin de nous dire ces choses-là, on a juste besoin de nous voir passer à l'action.
travail de vote. Voilà. Le vote est en train de prendre un verre, et de faire de ça. L'abondance, donc cette abondance, c'est l'abondance des idées, c'est comment on crée un univers où l'illusion de l'abondance aussi peut nous amener au péril. Donc c'est juste l'ensemble des ateliers ou des sensibilisations à une citoyenneté mondiale et responsable, ou encore nous essayons d'utiliser les artistes à la sensibilisation des enjeux du moment, comment nous pouvons habiter de manière responsable notre planète Terre. Et nous sommes une institution qui forme les artistes, premièrement, et puis nous avons un centre culturel, c'est l'Académie des Beaux-Arts, et puis vous avez aussi, dans le cadre de notre atelier de la pensée, c'est très important d'amener toutes les initiatives qui permettent à ce que des questions autour de l'art et de la culture puissent rester vivantes. Comme vous le savez aussi, entre autres, parmi les 3 missions conférées à l'université, c'est organiser la recherche, l'enseignement et rendre service à la communauté. Et je crois que nous sommes dans notre 3e volet, pour ne pas dire 2e, organiser la recherche et puis bien sûr rendre service à la communauté en sensibilisant à la prise en charge et à une occupation responsable de notre univers. Mais c'est bien, c'est une réussite totale. Et demain, nous allons devoir continuer avec d'autres panels parce qu'en marge de tout ça, il y a plusieurs ateliers. Un atelier d'écriture qui s'organise. Il y a 2 ateliers sur le recyclage des déchets en œuvre d'art. Donc voilà, demain, nous allons continuer avec d'autres panels, notamment un panel sur quel est le musée, au fait, une vision idéale d'un musée, ce que devait être un musée idéal pour un pays comme le nôtre. En fait, nous avons travaillé avec le Centre culturel pour la culture et l'éducation, qui est une ONG belge qui est située à Bruxelles. Merci. C'est un projet qui est soutenu par Enabel. Merci. Vous le savez déjà, les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, eh bien, je ne vais pas prêcher les convertis. Ils ont une attitude responsable par rapport à la nature. C'est juste qu'ils doivent être des ambassadeurs, qui doivent aller répliquer les modèles dans leur milieu de vie respectifs. Merci. Or, dans le PPA, ça permet maintenant de réglementer chaque espace. Vous n'aurez pas
la même architecture à la Bombay Kabanda, ou la même architecture près de l'aéroport. Donc il y a toujours certaines réglementations. Mais il s'est fait qu'il n'y en a pas. Alors comme il n'y en a pas, il y a un désordre. Il y a un désordre, je le dis, même au niveau du ministère, pour répondre aussi à l'architecture et en contradiction avec l'urbanisme. L'architecture doit aller ensemble avec la politique de l'urbanisme. Mais ce qui est regrettable, dans mes études, lorsque j'arrive au niveau du ministère de l'urbanisme, ce qui est décevant, ces gens perçoivent seulement l'argent, le frais technique et puis du projet. Lorsqu'ils ont ça, ils ne descendent pas sur le terrain pour vérifier. Et même en termes de conformité du bâtiment, ils ne le font pas. Pour eux, ils prennent l'argent, ils mettent dans la poche des filles. Ce qui fait qu'il y a des réalités sur le terrain qu'on peut résoudre facilement et qui aujourd'hui occasionnent par exemple des situations que nous connaissons maintenant. Pour moi personnellement, on doit faire un effort. Quant à Lingouana, pour Lingouana, oui, c'est suivant le plan, suivant la planification de la ville, qu'on peut arriver à dire que c'est une zone qui est sujette à rénovation urbaine. Puisque dans l'aide de rénovation, on a aussi même la restauration de bâtiments. Même la rénovation aussi du bâtiment. Ainsi de suite. Donc là, je ne me permets pas directement de répondre comme ça, mais je me dis, il faut arriver à analyser la ville. Il faut tenir compte des problèmes environnementaux, puisque ce sont des problèmes réels. Aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé des solutions, puisqu'à l'époque, on agissait comme ça, sans pour autant avoir même un plan d'aménagement écologique. Alors, quant à la ville, les odeurs, mais la ville a une odeur. La ville, on peut la toucher, on peut savoir, même en fermant les yeux, on peut dire que je suis dans tel endroit. Je prends le cas des odeurs. Lorsqu'on était sur la ville Sayo, dès que vous arrivez là-bas, vous savez déjà très bien que je suis dans Sayo. Ça sentait mauvais, puisqu'il y avait des déchets, des décharges publiques qu'on avait mis là-bas, qui en principe devraient faire partie de la politique de l'urbanisme. On n'a même pas pensé, on a commencé à jeter là-bas. Aujourd'hui, c'est un autre espace, et pourtant, même si vous allez là-bas, vous verrez, par rapport au sous-sac, il y a maintenant des grandes constructions qui ne sont pas prévues dans ces plans-là. Donc c'est pour dire que nous-mêmes, nous négligeons la vie de notre vie. Nous sommes obligés d'apprendre, comme je dis, de la culture écologique pour que nous puissions bien s'occuper de notre vie. Je vois pour l'essentiel, peut-être s'il y a une autre question que j'ai oubliée, mais j'ai ramassé. Donc, le chef du département a évoqué sur le concept de l'afrofuturisme. Je ne pense pas que les étudiants ont besoin d'une certaine catégorie pour désigner l'afrofuturisme. Parce qu'on est même, comme le chef du département disait, c'est un concept. Et c'est un concept qui a été né en Amérique, bien sûr, après l'abolition de l'esclavagisme. Il y avait un film très connu sur l'afrofuturisme avec le précurseur même de l'afrofuturisme, qui est Sondra. Et voilà, ils pensaient ce concept comme de nouveaux espaces à réinvestir et à penser. Mais quand on regarde ces films, elle est tellement abstraite qu'on ne te montre pas de quel lieu, de quel espace il s'agit, mais c'est plutôt
à penser et y réfléchir qu'est-ce qu'on fait avec le futur. Et c'était tout ça. Nous avons eu le plaisir d'entendre effectivement le laboratoire Contempo qui travaille sur la démocratisation de la culture, la participation de la population à la vie culturelle et à l'aménagement effectivement urbain. Et donc après cela, nous allons passer. Maintenant, nous allons d'abord demander au public d'applaudir. D'applaudir très fort. Je sais qu'en tant qu'enseignants, les professeurs ont toujours les estomacs qui pilulent, hein, et surtout avec une imagination très foisonnante, et surtout aussi, nous avons la grâce de pouvoir transformer l'imaginaire en réalité à travers les différentes réalisations des artistes qui sont ici. J'aime bien un concept, il y a quelqu'un qui a une entreprise qui s'appelle la manufacture de l'imaginaire, c'est-à-dire son entreprise consiste à penser l'irréel et pouvoir le matérialiser à travers les actions ou les créations qu'il pose. Et donc, je vais tout humblement vous demander de regagner l'espace de l'autopsie du musée. Il faut parler de l'autopsie du musée. Il y a également, on devait avoir ici la présence du professeur Ibongo, l'ancien directeur général de l'Institut des musées nationaux. Malheureusement, il s'excuse puisqu'il est retenu à l'université de Kinshasa. Il vient de finir maintenant, mais il ne peut pas prendre un hélico pour arriver ici, vu que la ville n'est pas bien urbanisée. Et que ça relève d'un miracle de la spiritualité pour être présent ici. Et donc il sera remplacé par M. Jean Damas, oui ça, que je vais inviter à prendre la place devant également. Il y a également voilà, je pense que c'est les deux panélistes principaux. Et au cours de ce panel, nous allons suivre la vidéo que j'ai annoncée maladroitement tout à l'heure, mais également nous allons suivre effectivement la restitution de masterclass qui ont eu lieu depuis le début de ce festival. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Jean Damas, non, à Madame Priska. Oui. Parce que c'est vous qui allez animer la vidéo. Voilà. Autopsie. L'autopsie est un terme qui désigne la dissection et l'examen d'un cadavre dans le but de déterminer les causes de la mort ou pour des recherches scientifiques. C'est une pratique médicale qui permet d'analyser les organes et les tissus du corps afin de mieux comprendre les maladies et les conditions qui ont conduit au décès. Le terme autopsie vient du grec autopsia, qui signifie action de voir par soi-même. Action de voir par soi-même. L'autopsie est un terme qui désigne la dissection et l'examen d'un cadavre dans le but de déterminer les causes de la mort ou pour des recherches scientifiques. C'est une pratique médicale qui permet d'analyser les organes et les tissus du corps afin de mieux comprendre les maladies et les conditions qui ont conduit au décès. Le terme autopsie vient du grec autopsia, qui signifie action de voir par soi-même. Action de voir par soi-même. Un terme qui désigne la dissection et l'examen d'un cadavre. La recherche de provenance. Selon le musée de Tervuren, selon le musée de l'Afrique, selon le musée royal de l'Afrique centrale, la recherche de provenance est une étape importante pour mieux comprendre l'origine des collections du musée. Mais en y regardant de plus près, nous nous sommes aperçus que la recherche de provenance n'a pas la même réalité en RDC qu'en Belgique. Choisir comme centre d'intérêt les réseaux de personnes qui ont dirigé l'expédition, générale et autres, les missionnaires et les médecins,
ne permet pas toujours de connaître l'histoire de l'objet, c'est-à-dire sa fonctionnalité, son utilité, mais elle nous donne suffisamment d'informations sur la manière dont l'objet a été acquis, voire sur l'identité de la personne qui l'a acquis. De ces faits, peu d'informations sont recueillies sur l'objet lui-même. Une descente sur terrain confrontant l'objet à ses origines pourrait éventuellement fournir suffisamment d'informations à son sujet, voire créer tout un mythe. Pour atteindre l'objectif pour lequel l'objet a été créé, une histoire sur la fonctionnalité et l'utilité de l'objet nourrirait l'imaginaire de ceux qui les contemplent. Pendant notre séjour au musée, nous avons effectué une recherche de provenance, une analyse des collections du musée, la manière dont elles sont présentées, partagées, exposées et discutées nous a d'emblée intrigués. Analyser les enjeux ou les questions qui animent le musée était un départ important pour notre recherche. Nous avons été intéressés par la manière dont elles étaient débattues dans l'espace et enfin, nous nous sommes posé la question de savoir ce que pouvait signifier notre présence dans le musée de l'Afrique centrale en tant qu'artiste congolais. La réflexion sur l'espace, son environnement matériel ou immatériel, est indissociable de notre travail artistique. Et c'est dans cette optique que nous sommes entrés dans les corps du musée pour en faire l'autopsie. L'autopsie. L'autopsie est un terme qui désigne la dissection et l'examen d'un cadavre dans le but de déterminer les causes de la mort ou pour des recherches scientifiques. C'est une pratique médicale qui permet d'analyser les organes et les tissus du corps afin de mieux comprendre la maladie ou le maladie et les conditions qui ont conduit au décès. Le terme autopsie vient du grec autopsia, qui signifie action de voir par soi-même. Action de voir par soi-même. La réflexion sur l'espace et son environnement matériel ou immatériel est indissociable de notre travail artistique. Et c'est dans cette optique que nous sommes entrés dans les corps du musée pour en faire l'autopsie. Détecter par nous-mêmes la cause d'un dysfonctionnement ou d'un problème. En ayant comme démarche la remise en question du cercle vicieux dans les systèmes, nous mettons en place une base de décolonisation. Après avoir participé à un séminaire sur les thèmes de la réappropriation, discuté avec les chercheurs et visité les musées et les collections, voici le résultat de nos recherches. De nos recherches de provenance sur des problèmes qui conduisent à des dysfonctionnements. La complexité de l'accessibilité des collections. La colonialité de droit. Qui doit prouver quoi à qui? Qui doit prouver quoi à qui? La pyramide dans la classification ou l'organisation des objets. À qui appartiennent les œuvres orphelines? Les dénominations. Ethnographie. Trésor caché du musée. Chef-d'œuvre d'Afrique centrale. La restitution. Les restes humains. La recherche de provenance. Les hypothèses et manque d'informations sur les objets. Les hypothèses et manque d'informations sur les objets. La logique patriarcale belge. Les savoirs est mieux organisés en Europe qu'en Afrique. Descartes dit « Je te rendrai ces céramiques quand tu seras plus mûr. » Descartes dit « Je te rendrai ces céramiques quand tu seras plus mûr. » Oui, quand tu seras plus mûr. Le palais des colonies égale les palais d'Afrique. Exactement. L'exhibition meurtrière. L'exhibition meurtrière. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Les tombes de Sapo, Mpemba, Kemba, Ekia, Tao, Kitokwa et Mibang. Tous morts de la grippe. Mais c'est parce qu'il faisait froid. Ils n'ont pas rien supporté là. Tous morts de la grippe pendant l'exposition. Il faisait très froid, ils étaient exposés. Les systèmes.
les chercheurs, les systèmes. Les systèmes. Les chercheurs, artistes, scientifiques, fruits d'une expérimentation, tu penses? Peut-être. Je sais pas. Pour ça, je n'ai toujours pas trouvé les questions. Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas si je veux comprendre, mais je ne comprends pas. Je cherche à comprendre. Les héritiers. Et quel héritage? Les héritiers et quel héritage? Bonjour, je suis Priska Tonkwe, artiste visuelle, assistante chargée de cours à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et membre cofondatrice du laboratoire Contempo. Paul Vingimbi, artiste visuel, enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et membre cofondateur du laboratoire Contempo. Alors, on a été invité par le Musée royal de l'Afrique centrale pour une résidence de 6 semaines à réfléchir autour des problématiques qui sont très actuelles, notamment la question autour de la recherche de provenance. Et nous, en tant qu'artistes, il fallait penser les choses un peu différemment selon notre perception, c'est-à-dire comment est-ce que les objets et cette grande problématique ou le rencontre que nous avons effectué avec les personnes, comment on pouvait être en mesure de le faire, si vous voulez, le raisonner ensemble pour en faire quelque chose. Donc, ce que nous avons présenté comme restitution n'est le fruit que des échanges, discussions avec chercheurs, visites avec les scientifiques qui gèrent les collections. Et aussi, on a eu l'opportunité de participer à un séminaire qui portait les noms de la réappropriation. Alors tout ça a été comme une sorte si vous voulez, de background en tout cas de nos recherches, parce qu'on a été confrontés à plusieurs problématiques et ce sont en fait ces problématiques que nous avons pensé mettre en action sous forme de performance, si vous voulez, d'un espace assez interactif entre les personnes qui sont dans l'espace et nous. Donc tout le monde devient un objet d'art, tout le monde devient, si vous voulez, comment je peux dire, un outil d'art. Et donc ça a été quand même un grand plaisir de changer avec toutes ces personnes et d'avoir l'opportunité surtout de visiter les collections, parce qu'il faut le dire quand même que ça n'a pas été facile. Et nous sommes très contents de rencontres surtout, pas seulement de rencontres, mais aussi de panoplie de choses que nous avons apprises ici, de rencontres, des échanges et discussions autour de toutes ces problématiques. Et voilà aujourd'hui que nous avons présenté une restitution et qui n'est, je dirais, un premier pas vers quelque chose qui pourrait être concret dans l'avenir, parce que c'était quand même très court, il faut le dire. C'était quand même une résidence qui n'a pas pris beaucoup de temps, et en fonction de temps qui était à notre portée, on a essayé de faire quelque chose et voilà. En gros, je pense que Priska a parlé en tout cas des plein de choses qu'on a effectuées lors de notre présence ici à la MRAC, au Musée royal de l'Afrique centrale. Et alors, ce que je dois notifier aussi, ce qui est très important, c'est que nous, déjà étant des artistes, nous avons aussi une manière à nous d'aborder les choses. Je pense que cette manière, c'est ce qui nous a permis même de voir comment aborder aussi les choses dans les musées. Alors donc, où il était vraiment une très grande question, assez d'une expérience vraiment tablée sur cet espace, et de voir après ensuite comment cet espace pourrait nous répondre nous-mêmes aussi à non seulement nos préoccupations, mais les préoccupations qui occupent aussi les musées en général. D'où il était même question, avec ce qu'on a présenté lors de notre petite présentation de la restitution, d'où était vraiment cette grande question, en tout cas des fruits
des recherches, en tout cas très profondes au niveau du musée, au niveau du personnel, au niveau de beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur plein de discussions, afin de voir comment voilà, cette question sera mise aussi à une assiette assez très claire, en tout cas vis-à-vis de tout le monde, et de voir aussi comment ces gens eux-mêmes ou voilà, toutes ces personnes vont interagir avec ça et puis voir après prochainement plutôt ces premiers pas, où est-ce que ça va nous amener. Peut-être que s'il faut rajouter quelque chose sur ce que Paul vient de dire, ça veut dire que les grands constats étaient autour de la perception autour du mot ou en tout cas de la problématique recherche de provenance. En tout cas, on a essayé de faire un parallélisme et on a trouvé qu'il y avait quand même une très grande différence, une très grande perception différente en termes de recherche de provenance. Quel est les buts lorsqu'on fait une recherche de provenance ici? C'est souvent pour arriver à trouver, à retracer l'histoire de personnes qui ont mené des expéditions et autres. Mais la perception d'un Congolais quand on parle de la recherche de provenance, c'est plutôt dans une optique où on essaie de comprendre comment est-ce que l'objet fonctionnait, où on a besoin d'avoir, nous, une idée sur ou si elle n'est pas même, si elle n'est pas vraie, véridique, ou si, voilà, quelque chose sur la fonctionnalité ou l'utilité de l'objet. C'est ça notre grande pertinence. Mais c'était l'élément des dissociations entre la recherche de provenance élaborée par des chercheurs d'ici et la recherche de provenance élaborée par un chercheur congolais. Donc, c'était mettre les éléments en parallèle et voir à quel niveau ça deviendrait intéressant et quelles pourraient être de potentielles sources de résolution pour pouvoir arriver à produire un travail à la fois historique, mais aussi à la fois qui nourrirait aussi les imaginaires de personnes qui sont face à ces œuvres. Oui, justement pour ce que Prisca vient d'évoquer, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, puisque déjà à la base, étant des artistes, réfléchir à cette question de la recherche de provenance, après tout, c'est pas quelque chose où en un claque des doigts comme ça, un artiste peut penser à un travail aussi assez visuel, sans pour autant emprunter plusieurs chemins et voilà. Et avoir aussi quand même des infos sur des collections et tout ça. En tout cas, bon, ce qui est sûr, comme Prisca vient de dire, la perception peut être différente, oui. Mais après, le plus important, c'est quand même aussi la question d'écouter. Bien sûr que cette perception est très différente, mais comment, si on se met par exemple à un point commun, comme on a fait ici, c'est pas voilà, un point commun où on se dit, ben voilà, on met fin à ça, mais on essaie de comprendre vraiment effectivement c'est quoi la bonne raison et c'est quoi le but. Là aussi, c'était un point très important lors de nos discussions avec les chercheurs et quelques personnels aussi divisés. Donc nous avons fait de la recherche de provenance, mais autrement, parce que nous avons pris un recul avec ces mots, recherche de provenance. Donc du coup, on a contourné les choses assez à notre manière. On se dit, bah, nous, notre recherche de provenance, on ne le fait pas comme les scientifiques qui vont chercher la source d'un objet ou l'origine de telle autre chose. Nous, on le fait à notre manière où les musées deviennent pour nous comme ces corps, mais ces corps qui, très vite, nous, on s'est dit qu'on va rentrer dans ces corps, en faire l'autopsie. Ça veut dire rentrer dans ces corps et détecter un peu les sources de dysfonctionnement. Pour nous, c'est de cette manière que l'on pouvait arriver à faire une recherche de provenance en tant qu'artiste. Détecter tout le problème ou tous les potentielles choses qui font en sorte que l'on se retrouve dans un cercle vicieux du système et que l'on n'évolue pas et que ce soit toujours les mêmes choses qui reviennent sur la table mais qui n'apportent pas de solution après que ces choses soient mises sur la table. Donc c'est un vrai cercle vicieux, c'est les mêmes choses qui reviennent et qu'au final il n'y a pas d'évolution et on se dit bah, on va rentrer quand même dans ces corps du musée et comme ceux-là qui ont déjà fait
va encore essayer de marteler là-dessus, on va encore essayer de le mettre sur la table. Et qui sait, peut-être, on y arrive. En vrai, c'est le Mais temps. donc voilà, c'était un peu ça notre travail au musée. Le fait d'avoir fait la résidence au musée, et évidemment que ça développe un tout autre regard sur le patrimoine, sur les objets, parce qu'il faut le dire quand même que quand on est dans un pays comme Kinshasa, c'est vrai que nous on est artistes, on est un peu plus intéressés par les questions autour de la culture, mais il faut dire aussi que je ne prêtais pas beaucoup d'attention sur certaines choses. Et être dans le corps du musée, c'est faire corps avec ces objets, c'est les appréhender différemment, c'est les découvrir différemment et c'est ajouter sur ce que j'avais déjà moi de Kinshasa par rapport à ces objets. Mais c'est aussi une toute autre découverte, je veux dire quand même, c'est comme une pièce des puzzles qui me manquait, que je retrouve dans ce musée. Et ben moi je me dis, je repars pas de la même manière que je suis venue. Je repars différemment, je repars avec de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, des nouvelles approches par rapport à ces objets. Et ça m'amène dans de nouvelles, si vous voulez, des nouvelles formes de recherche en fait, où je me dis l'important ici serait aussi de prendre en considération une partie au fait, de ces patrimoines dans mon processus de création. Mais ce qui est sûr, c'est que de voir un objet que toi, tu vois par exemple chez toi, qui est un patrimoine aussi, mais des fois de venir aussi dans un autre espace et que tu vois, voilà, c'est plus ou moins le même patrimoine, mais comment, en tout cas, cette question, par exemple du privilège vis-à-vis de cet objet qui est patrimonial dans notre espace. Là, c'était un grand questionnement tout autour de tout ce qui est patrimoine et tout ça, ce que j'ai trouvé ici au musée. Il faut aussi dire que nous travaillons depuis un bon moment maintenant sur de projets ensemble. Et arrivé au musée, le musée n'a pas l'habitude de recevoir deux artistes sur un projet. Je crois que nous sommes parmi les premières personnes à avoir collaboré de cette manière dans cet espace. Et nous, ça ne nous a pas vraiment dérangé parce qu'on a l'habitude de le faire, mais c'était surtout très intéressant de voir l'adaptabilité que pouvait avoir le musée sur ce nouveau format, qui ne veut pas venir tout mettre à la porte, ça veut dire balayer les anciennes habitudes, mais qui a essayé de s'adapter à nos besoins et à nos préoccupations. Et ça, c'est quand même quelque chose, il faut le dire, d'intéressant, de voir la flexibilité qu'il y a eu à travers, en tout cas, je vais le dire quand même comme ça, je vais le dire, le soin et l'apport en fait, de certaines personnes pour la concrétisation de ces projets ou de cette résidence a été quand même d'une grande importance. Et c'est surtout la flexibilité qu'elles ont eue pour arriver à s'accorder avec les deux personnes que vous voyez ici, qui ne sont pas toujours faciles et qui ne sont pas toujours précis, et très... ouais, parfois, moi je vais le dire, hein, on n'est pas toujours en accord. Très souvent c'est ça en fait, on n'est toujours pas en accord. Et il y a moi qui dis ça, il y a Paul qui dit autre chose. Mais je lui pose toujours la question, comment on fait pour arriver à travailler ensemble et à produire des choses parfois qui donnent l'impression qu'on n'a jamais de coups de tête. Mais on a des coups de tête tout le temps. Et donc c'est quand même un grand privilège. Moi je suis très honorée en tout cas d'avoir bénéficié de cette résidence et d'avoir eu de belles âmes à mes côtés pour arriver à concrétiser ce travail. Voilà, je pense que sur cette question, Prisca a beaucoup parlé sur le fait qu'on travaille à deux. Moi, je pense que la grande question serait aussi quel est le retour du musée
d'avoir travaillé avec des personnes, des artistes qui travaillent surtout en collaboration. Et qui font des projets expérimentaux. Et moi, je pense que pour cette question, je dois m'arrêter là au lieu d'en parler beaucoup plus. Peut-être j'attendais la réponse du musée plus tard sur ces deux collaborations pour la première fois qu'ils ont réussi. Les deux artistes qui ont toujours des coups de tête, comme tu as dit, et qui ont des projets aussi assez très expérimentaux. D'objets qui sont d'origine congolaise, bien sûr, mais parmi ces objets, il y a beaucoup dont on ne sait pas réellement de quelle manière ils sont arrivés là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du contexte effectivement de cette résidence et aujourd'hui par rapport à la thématique que nous sommes en train de développer? Qu'est-ce que vous pensez du musée en RDC après toutes les révélations ou après tous les questionnements que vous êtes posés? Et ces objets sont gardés, collectés, pour être étudiés, pour être exposés à un public, pour faire justement suite à l'histoire, ou faire suite à la manière dont les gens vivaient, selon les informations que les objets donnent. Et ces objets sont conservés et doivent être minutieusement entretenus. Et donc, à un musée, il y a la conservation, il y a aussi la restauration. Mais le plus important, c'est surtout cette capacité, cette possibilité d'exposer tout ce qui est au musée. Parce qu'on ne crée pas un musée juste pour avoir des collections qui n'ont pas de contact avec le public. Le musée, c'est n'importe un espace entre les collections d'objets et avec le public. L'étude de provenance, elle est en train de devenir une nouvelle science, une nouvelle discipline, justement à cause d'un besoin lié aux musées occidentaux. Les musées occidentaux qui se retrouvent avec des grandes collections, récoltées essentiellement en Afrique ou dans d'autres pays pendant la colonisation, et des objets comme disait Pascal et Henri, des objets qui ont récit des histoires qui ne sont pas nécessairement des leurs. Vous avez récit des histoires révolutionnaires, des histoires de colonisateurs, des administrateurs coloniaux, qui ont amené des objets à l'Europe. Et actuellement, il y a aussi un besoin d'ordre éthique lié au musée. C'est-à-dire tout objet qui est au musée doit avoir une transparence. On doit établir sa provenance de manière transparente. Et cette transparence qui manque au niveau des musées occidentaux fait à ce qu'actuellement, on doit étudier réellement les provenances ou la provenance de chaque objet. Et c'est en train de devenir une nouvelle discipline. L'Europe, l'Occident se rend compte qu'il ne peut pas mener cette étude seule. Voilà pour orienter de plus en plus, associer les pays de provenance, le Congo de manière particulière associé pour tout ce qui concerne les réels, parce que je pense qu'à le monde, 92% des œuvres qui sont réelles proviennent de la République démocratique du Congo. Et donc, cette provenance, d'abord, c'est un lieu. Puisque les politiques sont partis plus vers la fonctionnalité. Mais c'est d'abord un lieu. Ça vient d'où? Et ça vient dans quel contexte? Et c'est ce contexte qu'on est en train de chercher dans les études. Maintenant, pour revenir sur la thématique, quel pourrait être nos musées avec des pièces noires? D'abord, comment sont nos musées? Parce que ce sont des musées, et surtout, quels seraient les musées de demain? Nous avons, quand nous parlons des musées, nous avons l'idée surtout de quelque chose du passé. Nous avons des musées essentiellement ethnographiques, où nous n'avons que des pièces, pour la plupart, des pièces du passé. Les grands musées que nous avons ici, grâce à la collaboration avec les Coréens,
les cultures, il y a aussi une bonne, il y a aussi une bonne partie, une collection de sons, de musique traditionnelle qui sont bien conservés. On a même une discothèque, le conseil des enregistrements, c'est bien équipé. C'était un but justement de garder tous ces sons et toutes ces musiques venues ou liées à la culture et à des ethnies. Vous savez, une muse, la place d'une muse dans la vie d'un artiste, on ne peut pas dire la place d'une muse dans la vie des politiciens artistes qui voudraient ériger une nation. Donc le musée doit être une muse. Alors, ça doit être un lieu de construction de la mémoire et de déconstruction. Ça ne doit pas être ça pourrait être un lieu mémoriel, ça pourrait être un lieu de sursaut, un lieu de départ constant, où on essaye de situer ou d'insérer nos productions dans une cosmogonie et de voir un peu quels sont les aspects sociétaux sur lesquels nous n'avons pas réfléchi ou sur lesquels nous avons réfléchi, qui n'ont pas trouvé d'écho dans les œuvres. Alors, donc du coup, cela appelle beaucoup plus à faire du musée un lieu de pédagogie permanent, avec des ateliers qui vont au-delà qui quittent au fait l'aspect esthétique pour être des lieux au fait qui servent de penser l'avenir d'une société. Ça, c'est ce que moi je trouve. Mais le plus grand défi chez nous, c'est de faire reconnaître la place du musée. Et là, je crois qu'il y a un très grand travail pédagogique qui doit être fait. Mais je le dis très souvent, notre plus grand problème, c'est la mauvaise définition de la culture que nous avons, qui considère, Antoine Guérin qui dit, alors donc du coup, c'est de s'appuyer sur des œuvres qui ont vu les jours dans une structure sociétale organisée et que, partant d'une structure sociale désarticulée, n'est pas comprendre, s'appuyer sur les rejetons au lieu de continuer à construire, parce que la culture c'est une construction, donc n'est pas pour les fruits, mais travailler sur les véritables capitales qui créent, qui peut créer ces œuvres qui sont des œuvres artistiques et qui peut créer des œuvres technologiques. Aujourd'hui, qu'on puisse avoir un musée technologique, qu'est-ce qu'on y mettrait qui était créé par une philosophie congolaise. Donc, du coup, la question du musée, c'est une question culturelle, en fait, où l'État congolais doit être le grand jardinier qui a pour mission de faire émerger une plante nouvelle. Cette plante nouvelle-là, c'est les Congolais nouveaux, qui sera les véritables capitales. Et tout ça doit partir du musée. Donc, il y a un travail de pédagogie. Et ce travail de pédagogie passe par une proximité éducative et par la construction aussi des musées. Nous parlons du musée aujourd'hui, c'est le musée digne de ce nom, c'est celui qu'on trouve à TV, vous savez, ce qu'on pense celui-là. Mais on pourrait avoir dans chaque province un musée et y donner des moyens pour que les musées puissent jouer véritablement leur rôle. La question, aucune réponse n'égalera la pertinence de la question qui était posée. Merci. Qu'est-ce qui fait la symbolique ou qu'est-ce qui représente ces peuples-là si on veut les découvrir? Si on veut promouvoir le tourisme, par exemple, le tourisme a du contenu culturel. Et quand vous allez partir dans la ville, Lumumba-ville, et si vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce qui peut refléter la vie de ceux qui vivent là-bas? Ça signifie quelque part qu'il faut intégrer
dans la dimension, dans la réflexion, dans l'imaginaire de ceux qui pensent le programme de développement. Et la cohésion sociale, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur des fondements culturels, l'entente, le dialogue, le respect des uns et des autres. Si deux peuples ne se connaissent pas, comment ils peuvent avoir des relations de paix? Alors, sans plus tarder, je donne quelques minutes, parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, mais de façon très résumée. Vous nous dites et vous nous présentez les résultats de votre travail avec ces jeunes. Merci. Je vais commencer par Témocache. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai essayé de voir ce que chacun a proposé et on en a discuté et je suis content qu'on est arrivé à quelque chose, puisque chacun, même s'ils n'ont pas encore entièrement ancré leurs travaux, nous sommes arrivés à avoir de production chacun. Il y en a qui ont fait de caricatures, il y en a qui ont fait des planches de bande dessinée. Je suis sûr que quand ils vont y travailler ce week-end ou même après, ils vont les envoyer peut-être dans un groupe, celui de l'Académie des Beaux-Arts. Ils ont un très bon niveau, je trouve qu'ils veulent arriver à quelque chose. Parce que la bande dessinée, pour conclure, en RDC, elle est essentielle. Parce que pour communiquer en RDC, si vous passez par les médias traditionnels, vous atteignez difficilement 20 ou 30%. Pourquoi? Parce que l'Internet, la télévision, la radio, pour jouir de tous ces médias, ça requiert de formes d'énergie, des billes de l'électricité. Et d'après le ministère du numérique, seuls 17% sont connectés et seuls environ 9% des Congolais ont accès à l'électricité. Je crois 50% à Kinshasa, 35% dans les grandes villes comme le Lubumbashi-Kisangani et 1% dans les milieux ruraux. Et donc, si vous passez par ces canaux pour communiquer, c'est très difficile. Alors que la bande dessinée, pour la lire, on a besoin qu'il y ait de la lumière du jour. Et une bande dessinée peut être lue par plusieurs personnes et elle peut être envoyée partout au Congo. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, comme on l'a dit auparavant, nous avons animé, moi et Richard Ali, un atelier d'écriture créative, Creative Writing. Et Richard Ali s'était donc concentré sur le genre qu'il a souhaité partager à cette occasion. C'était la nouvelle. Avec les étudiants, les participants, ils ont pu travailler sur des textes courts. Les étudiants ont créé, ont raconté des histoires et après on leur a demandé d'aller et d'écrire des textes. Ils ont ensuite ramené d'écrire des textes courts en 3 pages plus ou moins. Et de l'autre côté, moi, j'ai travaillé sur la poésie, étant donné que je suis slameuse et poétesse. Donc l'idée, c'était de présenter quelques jeux de mots aux étudiants pour pouvoir créer des vers assez surprenants et intéressants. On a travaillé sur les virlangues, on a travaillé sur l'analogie, on a travaillé sur l'acrostiche. On a fait en tout cas beaucoup de jeux et ça nous a emmené à produire au fait ce fanzine qui contient quelques textes que les participants ont eu à rédiger. Alors, je parle un peu rapidement parce que, plutôt que de monopoliser la parole, je voudrais inviter quelques-uns des participants à prendre la parole et déclamer leur texte. Parce qu'on a d'abord écrit, mais ensuite on a aussi parlé des techniques pour partager ce texte-là à travers l'art oratoire qu'est le slam. Donc, sans plus tarder, je vais appeler Dédé Dieudonné sous l'applaudissement. La vie, source de pluie, détruite, au loin ébloui, Éden appelé paradis, se perd dans la brume de la nuit. À cause de ce fruit, les portes des enfers sont ouvertes, et même si on le nomme je suis,
Simplement que chacun donne sa petite. Ensuite, Océane, sous vos applaudissements. Bonsoir, je m'appelle Océane et mon poème s'intitule Espoir consumé. Flammes qui consument mon âme, bientôt brûlent tous sur leur passage, calcinent mon cœur et mes espérances, terrassent, écrasent mes derniers espoirs qui finissent en cendres sous le ciel sombre. Entre les humains et la nature, à tout ce qui concerne l'aménagement de nos villes et l'urbanisation. Nous sommes passés à la deuxième série ou au deuxième panel qui a parlé de sa vision du musée de demain. Et dans ces questions, dans cette problématique du musée de demain, on a abordé les questions de restitution des biens culturels, la question de la recherche de provenance, l'appréhension que nous avons de toute cette problématique en RDC et à l'extérieur. On a expliqué pourquoi il est important effectivement de pouvoir se faire, comment je peux dire, de se faire restituer les biens qui nous ont été retirés de façon illicite. Et également comment nous pensons la fonction du musée de demain, la socialisation du musée, le rôle que le musée va jouer avec le public et ce que nous allons faire effectivement pour que ce musée soit utile et qu'il ne reflète pas seulement le côté colonial ou l'esprit colonial qui les habite, non seulement ici, mais aussi en Occident. Et voilà que nous terminons avec une très grande réflexion autour des thématiques qui ont été portées par des masterclass. Et aujourd'hui, nous avons non seulement dans le domaine de la caricature, non seulement dans le domaine de la littérature, mais également dans le domaine des arts plastiques. Et là, nous avons d'ailleurs une œuvre que je trouve très jolie. Félicitations, chère Massina, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer en l'espace de 2 jours. Apprendre et faire et porter l'œuvre comme ça devant nous. Et ce n'est pas seulement l'œuvre, la beauté de l'œuvre, mais c'est toute la symbolique que cela représente, tout le discours que vous avez tenu ici et qui a été disséminé au fil de ces 2 journées à travers des conférences, à travers des films, à travers des entretiens individuels. Et donc, nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et nous vous demandons, nous vous prions maintenant de bien vouloir vous diriger à l'extérieur, d'abord pour voir l'œuvre monumentale qui est aussi le résultat de cet engagement des étudiants, mais également savourer le rythme de Kinshasa par le groupe Kimongol. Merci et bon week-end à tous. Ça nous renvoie beaucoup plus sur la question de libérer tout ce que nous avons en abondance, mais qu'est-ce que nous en faisons? Et si c'est l'abondance aussi, est-ce que c'est l'excès dans la négativité ou qu'est-ce qui se passe au fait? Ce sont des grandes problématiques, des grandes questions qui n'ont peut-être pas des réponses maintenant, mais ce que nous retenons de cette rencontre, c'est cette rencontre des idées au fait, c'est cette abondance d'idées. Et donc il y avait plusieurs activités, les ateliers, les panels autour de grandes réflexions qui sont aussi très actuelles. Et moi je pense que ça a été une très très grande réussite et voilà, c'est ça le projet Mingiwin. Ce que nous attendons de ça, c'est plus de collaboration. Plus de collaboration parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs contentieux et qui sont toujours présents, mais qu'est-ce qu'on fait de la suite? Comment est-ce qu'on essaie de se mettre ensemble pour penser les problèmes et trouver des solutions? C'est ça, au fait, cette rencontre. Voilà, c'est ce qu'on espère. Justement, ça rejoint déjà ma réponse.
créons ensemble l'inattendu. On n'a pas l'habitude de voir ces DPI totalement en parfait accord, en fait, sur tous les points. Et alors maintenant, l'inattendu, c'est mystère, en fait, qui s'est créé en ajoutant ou en augmentant, en fait, les collaborations. On espère qu'il sortira, en fait, de ces contentieux et une flair, en fait. Voilà, c'est un peu ça l'inattendu pour nous. Parce que je pense que c'est très facile de voir comment c'est abondant, l'aspect, comment c'est abondant sur le plan culturel ou sur le plan artistique. C'est-à-dire les artistes, ils ont cette facilité d'aller dans divers sujets, de nager et d'explorer des entités qui autrefois n'ont pas été exploitées. Alors l'abondance, moi je pense que c'est un peu plus marquant en fait dans le côté artistique et ça laisse plus la liberté à l'artiste d'aller dans cette diversité d'éléments qui sont à sa portée. Merci. Bon, moi, mon impression de l'événement est très positive parce que je trouve que c'est très intéressant de mettre l'art visuel en contact avec d'autres domaines comme l'urbanisme et l'architecture parce que ça enrichit toujours les discours et même pour nous, étant artistes, c'est toujours enrichissant d'échanger avec des personnes qui travaillent dans d'autres domaines. Notables, voilà, surtout comme nous qui sommes déjà actifs dans l'espace urbain, de connecter notre pratique artistique avec la théorie de l'urbanisme, c'est quelque chose que j'aimerais bien même approfondir dans le futur. Donc c'est un bon départ aussi pour nous de rajouter encore des réflexions. Merci. Merci. Pour vous ce soir, le groupe Kingongolo Kenyata. C'est pour nous un grand plaisir de pouvoir nous tenir devant vous et on va essayer de donner le meilleur qu'on a. Et voilà, on va faire avec ce qu'on a trouvé, malgré on a un peu des petits problèmes techniques, mais un peu Sarah Makambo. Merci beaucoup. Ouais. Alors, sans oublier Kingongolo Kenyata, nous avons profité pour souhaiter joyeux anniversaire la DG Nabiso, du DG Henri Kalama. Voilà, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, monsieur le DG. Papa de papa, ouais.